Bonjour tout le monde, je suis avec Sandra Vive pour une interview spéciale. Donc aujourd'hui on va parler de chevaux à l'ombre vestibulaire. Avant toute chose, je vais laisser mon invité se présenter un peu et présenter un peu qu'est-ce que c'est un cheval à l'ombre vestibulaire. Donc, allô, mon nom c'est Sandrine ou Audrey pour les intimes. Donc, j'aime bien donner pédresse, puis je fais ma petite vie tranquille. Je suis vraiment bonne dans les introductions encore, mais c'est la deuxième fois. Ça va Euh, venir, ça va venir. oui. Euh, Sinon, ben, le schwannome vestibulaire, c'est une tumeur au cerveau. Ben, la mienne, c'était au cerveau, en fait. C'est une tumeur au cerveau qui se trouve, qui grossit dans le nerf et dans la myéline, qui est un petit peu dans le cerveau, là, qui est supposé pas d'avoir de tumeur. Fait qu'elle est comme sur le nerf, puis elle se trouve dans ce petit bout-là. Et le schwannome, en fait, se fait parce que il y a un gène qui est absent. Donc, le gène qui qui est anti-tumeur, qu'on a juste ce gène-là dans notre corps. On est supposé de naître avec ce gène-là. Et les personnes qui sont pas nées avec ce gène-là peuvent avoir des schwannomes parce que il est absent. Donc, il n'y a rien pour combattre la formation de tumeurs dans le cerveau. Et c'est quelque chose que personne ne peut savoir si t'es né avec ou pas. Donc, c'est un mystère de la vie. Donc, c'est ça, j'ai une petite tumeur au cerveau, grosse tumeur au cerveau dans ce bout-là, qui était dans le vestibule gauche. Puis c'est quoi les premiers symptômes que tu as remarqués? Comment t'as remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait? Comment tu l'as ressenti, tout ça? Je te dirais qu'au début, un des premiers symptômes que je suis comme, ah, c'est spécial, c'est j'ai commencé à avoir des mal de tête juste du côté gauche. Donc, si je me levais trop vite ou n'importe quelle activité, c'était côté gauche, il me faisait un peu mal. C'était juste un mal de tête du côté gauche. Et après, ça a commencé par graduellement un engourdissement du visage, du côté du visage gauche. Donc, ça a commencé par la petite langue engourdie, ça a été toute la mâchoire, puis là, ça a monté. Ça a été tout le visage par après. Et j'avais mal au cou, évidemment, mais ça, j'étais comme peut-être je me tiens croche. À l'école, on peut avoir des mauvaises postures des fois. Je te dirais après l'autre symptôme, puis ça, je pense que tu vas pouvoir confirmer avec moi, c'est le fait que j'ai commencé à voir double. Ouais. Et je travaillais en voyant double. Et du jour au lendemain, je me suis levée, ça a commencé à juste voir un peu double. J'étais comme, faudrait que je me penche la tête tous les jours pour voir pas double. Si je me penchais pas la tête, je voyais double 24 heures sur 24. Donc, je conduisais la tête penchée, je parlais la tête penchée. C'était magnifique. Fait que ça a été des premiers symptômes physiques que j'ai vu que j'étais comme, ouais, non, c'est pas normal. Non, non, c'est pas normal. Puis surtout voir double, puis conduire de même, c'est un peu dangereux, ça. À ne pas recommander. Non, non, on n'a pas J'ai, recommandé, hein. le pire, c'est que j'ai été voir les urgences quand j'ai commencé à avoir double. Puis ils m'ont juste dit, ah, ben, tu sais, la grippe peut faire ça. J'étais comme, ah, ouais, non. Mais surtout, t'as pas les symptômes de la grippe, c'est un peu intense. Non, c'était ça. J'étais comme, pense pas que la grippe, la COVID fait en sorte que je vois double. Puis, combien de temps à peu près que c'est écoulé entre tes premiers symptômes qui t'ont alarmé puis ton diagnostic? Dans le fond, là, t'as été consulté puis tout, mais c'est combien de temps ça t'a pris avant de réagir? Et
Entre le temps que c'est apparu puis le temps que j'ai eu l'opportunité de me faire diagnostiquer sérieusement, 8 mois. 8 mois, c'est quand même Et long, hein? oui, puis entre-temps, j'ai été aux urgences, j'ai eu pris des rendez-vous médicaux pour voir c'était quoi le problème. Et à chaque fois, on me disait, c'est pas vrai, c'est le stress, c'est la grippe. Ouais. Ouais, on connaît Fait ça, que c'est dans ta tête. oui, oui. Puis surtout qu'à la fin, il y a eu des symptômes mentaux comme de la paranoïa ou les affaires de même. Fait que quand j'expliquais ça au médecin, il était comme, ben, c'est dans ta tête, tu sais. Ben, c'est sûr que la paranoïa, c'est dans C'est ta la tête, mais c'est dépression. pas normal. Oui, c'est ça. Les idées pas suicidaires, puis la paranoïa était complètement dans ma tête. C'était le stress. Ah, C'est c'est la magnifique. réponse à tout, hein, c'est le stress. Ah oui, c'était effrayant. Fait que là, C'était stressant, mais c'était pas le stress. non, c'est ça. C'est stressant d'avoir des symptômes que tu comprends pas pourquoi tu sais qu'il y a quelque chose, mais que personne ne te croit, c'est horriblement difficile de pas se faire croire, là. Oui, c'est ça. Tant par les services médicaux, par les professionnels de la santé, que par ton environnement de travail, tes patrons qui, que tu te fais dire, ah ben c'est pas vrai, tu veux juste d'attention, t'es une drama queen. Mais tu sais, ça l'aide pas au niveau mental parce que t'es comme, peut-être que t'es vrai, puis quand t'es pas diagnostiqué, ben tu te dis, je suis folle, j'ai dit quelque chose qui va pas bien, c'est la fin de ma vie. C'est ça, Ça te met un peu plus en dépression que tu l'es. Tu sais, t'es tellement stressé, t'es comme ah! Puis là, t'as juste tes patrons qui disent c'est juste une drama queen, c'est tout vrai, tout va bien, les oiseaux chantent. ça te fait juste plus sentir seul que jamais, là. Oui, c'est ça, tu te sens complètement abandonné, puis c'est le moment que tu veux pas te sentir abandonné. Tu sais, Non. c'est le moment que tu veux te faire dire ben, il y a quelque chose qui va pas, Mhm. tu veux-tu en parler, tu veux quelqu'un, pas qui va prendre charge, mais un peu qui va te faire comme prendre au sérieux, tu sais, parce que moi, si quelqu'un vient me dire je vois deux, je vais faire va consulter, c'est pas normal, tu veux Ben, en parler? ben non, c'est ça, c'est pas normal, là. T'es pas censé voir double, là. C'est qu'il y a un problème quelque part au niveau des nerfs des yeux, là. Ah ouais, c'est la grippe. C'est ça, c'est la griffe. Fait que là, tu t'en vas consulter. Euh, Comment ça s'est passé, l'annonce du diagnostic? Comment, genre, ton arrivée à la clinique, puis tout ça, ta consultation s'est passée? Puis qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit, bon, ben, il y a ça? Et ça m'a fait un choc. En même temps, ça m'a soulagée parce que j'étais rendue à un point où est-ce que je j'étais prête à me tuer. Ça a été le premier médecin qui m'a écoutée. J'étais prête à me tuer. Moi, j'étais prête à plus vivre parce que j'étais tellement en douleur. Fait que d'avoir un diagnostic sérieux, de me faire dire non, c'est pas toi, c'est juste que ton cerveau, c'est ta prison, tu as une tumeur, ça a été un soulagement parce que c'était comme, je suis pas folle. Mhm. Il y a quelque chose qui était pas normal. Puis c'était un soulagement pour ce côté-là. Ouais. Pour l'autre, ça a été dévastateur parce que à ce moment-là, on savait pas si, un, c'était cancéreux parce qu'ils peuvent pas faire les tests encore. Fait que de se faire dire t'as une tumeur au cerveau, c'est pas si c'est cancéreux. Puis ils me l'ont annoncé de même, ça a pris 5 minutes. On dit t'as une masse, t'as une tumeur, c'est peut-être cancéreux. Tu peux avoir des chances de mourir. Ça a été rough, surtout que j'y avais été toute seule. J'avais averti personne que j'allais à ce rendez-vous-là. Donc, j'ai pleuré sur la route en conduisant sur le côté gauche de ma face. Et ça a été une claque euh, mentale parce que j'avais quoi, 26 ans, 27, 25 ans?
Et c'est comme si tout s'effondrait. Ça a été rough. Ça a été dur comme journée, mettons. Ouais, je me souviens très bien de cette journée-là. Moi, j'ai l'envers de la médaille étant ta sœur. J'ai reçu l'appel Ouais, de maman et ça a fait l'effet aussi d'une douche froide de mon côté. J'avais arrêté de travailler, j'avais appelé mon superviseur puis j'étais sortie dans un taxi pour qu'on passe la soirée ensemble. Mais oui, ça a été une belle douche froide là-dessus. ouais, ouais. Ça a été rough. La bouffe était bonne quand on avait été manger au restaurant, Ouais, elle mais était bonne. Je pense que c'était la seule consolation, là. ouais, je pense qu'on a passé la journée, à la soirée à faire des blagues en pleurant les deux ensemble, puis Ouais, ben, j'essaie de te changer les idées, mais en même ouais, temps, c'est un peu difficile de te changer les idées quand que t'as juste ça en tête, là. c'est ça. Je pense que tu étais là surtout, c'est pour moi, pour toi-même, mais surtout pour ma mère à qui j'ai dû lui annoncer, tu sais. Oui, J'étais comme, ouais, maman, j'ai une tumeur. c'est ça, j'y allais, ben, j'y allais surtout pour toi, mais t'es aussi pour la rassurer parce qu'elle était plus loin puis très inquiète. C'est une maman, là. Oui, on essaie de les garder en vie. C'est ça. Puis, en fait, les médecins t'ont parlé de la prochaine procédure, les traitements qu'il faut. Puis, est-ce que tu as eu un choix de décision à faire ou quoi que ce soit dans les propositions qui t'ont faites? Pas tant, parce que l'habitude, tu as le choix de faire de la radio, de la chimio ou juste une opération, mais tout dépend, ça dépend de la grosseur de la tumeur. Moi, à ce moment-là, elle était rendue trop grosse pour la chimio, donc ça a été l'opération directement. Mais après, la seule choix que j'ai eu, ben, pas vraiment un choix, ils m'ont juste expliqué quel genre d'opération qu'il fallait faire dépendant des tests médicaux que j'allais passer à chaque jour, les résultats de ceux-là. Mais j'ai pas le choix. Ça a pas été mon choix de pouvoir choisir. C'est ça, ton seul choix était de est-ce que tu vas vivre ou mourir dans le fond. Ouais, ouais, C'est ça a c'est été drastique c'était mon choix. comme commentaire, mais Mon c'est. mon choix, c'était ben même là, c'est même pas mon choix. Euh, mais en fait, oui, parce que je suis rendue à un point où est-ce que j'avais quand même des idées assez sombres, puis même au travail, j'avais fait Oh des non! tentatives, mais Attends 2 secondes. j'étais une drama queen. Ta Ah cam. non, je bug! Ok, ouais, t'as bugué. Fait que si tu veux juste répéter ce Ah, bout-là, là. je t'ai rendu où? Ben, tu parlais au travail, là, comment tu te sentais, là. Ah oui. Fait que, tu sais, ce choix, c'était de savoir si j'allais volontairement me garder en vie ou pas avant l'opération. J'ai décidé que oui. Ça a été le seul choix que j'avais à faire. Ça, Ben, ça essayé de survivre. c'est un gros choix, là. C'est un très gros choix, là. Oui, parce que ça a l'air, ça a l'air facile. Je veux dire, je vais essayer de survivre, mais quand tu as des symptômes puis la santé mentale qui fait juste se dégrader de semaine en semaine, de jour en jour, t'es à un point que tu peux plus marcher, t'es à un point que tu es en douleur, que je pouvais plus boire de café, ben, mon cerveau était ma prison, donc j'avais de la paranoïa. Je pensais que les gens m'espionnaient. Tu sais, j'étais rendue à regarder, quasiment à penser que le chien de ma mère m'espionnait, même si j'allais marcher, tu sais. C'est dur de combattre ça en sachant, tu sais que c'est pas toi, donc tu veux essayer de survivre, mais ça prend le contrôle de ton corps, fait que ça te tente pas nécessairement de vouloir vivre de même, tu sais, Mhm. des fois. C'est ça. Ça a été rough. C'est de prendre le courage d'affronter tout ça, qui est le plus dur. Ouais, j'ai été une petite patate qui pleurait. C'est correct, on est toutes des patates, des fois. Puis t'as Ouais. amplement mérité ton droit de pleurer, là.
C'est totalement naturel, là. Ouais, ben j'ai appris à pas avoir honte de pleurer grâce à ça. Parce que j'étais comme, moi juste pleurer. Il faut que ça sorte. C'est ça, faut que ça sorte. Puis là, on t'annonce tout ça. Là, on t'annonce également que tu vas avoir une opération, puis tout ça. Comment tu te sentais dans la préparation de cette opération-là? Quelles étaient comme les étapes qui allaient te mener à cette opération-là? Parce que c'était pas mal la seule option que tu avais. Ouais. Euh, je te dirais que c'est très flou des fois. Je vais dire, c'était beaucoup de juste tests médicaux. Je pense que des fois, je peux en avoir 4 par semaine. C'était pas mal ça, les tests. L'étape, c'était des tests médicaux. S'il y avait quelque chose qui se dégradait, ben, je les appelais, puis ils pouvaient pas voir si, pour faire que l'opération vienne plus vite, mais c'était du lait avec moi-même. J'étais un peu seule sans être ça. Ça, c'est des tests médicaux qui ressemblent à de la torture militaire. Puis, ils m'ont dit de pas stresser parce que ça peut faire grossir une tumeur, donc j'avais pas le droit de stresser. Il fallait que je fasse de la méditation, des tests médicaux. Et je me dis, il n'y a pas eu tant d'étapes. Ça a été de faire mon deuil de ma personne d'une certaine manière parce que tu te mets un peu à nu face à cette situation-là, de te sens seul, t'es isolé, t'as mal, tu sais pas pantoute qu'est-ce qui arrive. Donc, c'est juste d'essayer de te reconstruire, d'essayer de faire de quoi. Non, c'est pas évident de tout devoir se déconstruire, puis de réapprendre à devenir une autre personne, à faire le deuil de soi. C'est pas facile. Non, Puis mais au vas-y. travers, ouais, ouais. Au travers de tout ça, avec les examens et puis tout ça, est-ce que tes symptômes se sont dégradés? Est-ce que tu as eu des pertes auditives, encore plus de troubles de l'équilibre? Oui, à la fin, je te dirais que j'ai eu quand même beaucoup de dégradation, surtout au niveau de l'équilibre. J'ai commencé à avoir une phobie puis une paranoïa sur les escaliers. J'ai arrêté devant un escalier, puis mon corps ne voulait pas ni le descendre ni le monter. Et ça avait déjà un peu commencé quand j'étais au travail. Donc, ça commençait peut-être en août à ce moment-là, là. Ça, ouais, j'ai eu la phobie des escaliers, puis une paranoïa, puis une grosse peur des escaliers où toute fois que je devais faire un mouvement, même marcher, ça a été un des plus gros symptômes, dégradation. À la fin, je pense 12 marches d'escalier, ça va me prendre 15 minutes à monter parce qu'il fallait que je me tienne, que je prenne mes mains, que je monte la petite jambette, que je monte l'autre jambette parce que j'avais peur, mon cerveau avait peur de l'équilibre. Puis, bon, j'ai jamais vraiment eu d'équilibre dans les escaliers. Je suis connue pour être une débouleuse dans la famille. Mais c'est un point que juste faire un mouvement, là, c'était mon cerveau avait peur. Il y avait de la petite paranoïa quelque part là. Ça prend beaucoup d'énergie mentale. Fait qu'il y a eu énormément de fatigue aussi. Euh, je dirais, je commençais à avoir la nausée souvent. Puis j'essayais de boire un café, un petit peu d'eau, même du jus. Tout ce qui était un peu acide, je pouvais plus rien faire. De manger, j'avais la nausée. Donc à la fin, j'étais comme, je mangeais des petites soupes, c'était peut-être mon repas. C'est ça. Les yeux restaient stables, c'était pas si pire, je voyais double, je pouvais pas voir triple. Mais je pense que si le corps avait donné l'opportunité de voir triple, il aurait sûrement fait ça aussi. Ouais, si t'avais Mais c'est pas mis... surtout, Excuse-moi, je t'interromps. Vas-y. ah non, c'est pas grave. Ben, j'allais dire, c'est surtout la paranoïa, puis la peur qui a commencé à empirer. Puis c'était pas ma propre peur, c'était même dans là, Ouais, non, c'était c'est... cette affaire-là, là. Ça te jouait dans la tête, là. Énormément. Je veux dire, ça a même été au point que
Des fois, j'avais des pensées noires, puis ça venait pas de moi. J'étais comme, je suis possédée, tu sais. Il y a quelque chose qui prenait le contrôle. C'est juste, c'est vraiment spécial, tu sais. C'est très noir. Ouais. Puis, pour comme essayer d'améliorer ton non-stress que tu dois pas avoir, c'est quoi les stratégies au quotidien que tu as dû compenser ou t'adapter dans tout ça, là? Je me suis tournée un peu vers la spiritualité. J'ai essayé de faire de la méditation, comme ils m'ont demandé de faire. J'ai essayé toujours de me garder active aussi. J'ai essayé de prendre des marches. Il était longue, il était courte, il était pas loin en distance. Mais je bougeais un peu, puis j'essayais d'écouter de la petite musique. Je flattais le chien, ça a aidé. Mais pour pas de me sauver. La zoothérapie, là, c'est formidable. Oui, flatter un chien ou un autre animal est magnifique quand t'es malade. Oui. Mais je te dirais, c'est ça, ça a été un travail, se faire beaucoup de travail sur soi en essayant de me reconstruire sur si je survivais, quel genre de personne que je voulais être, puis essayer d'un peu me redécouvrir. Ça a fait ça m'a aidé. C'est clair, ça peut pas faire de trouble, faire un petit peu de méditation. Non. Puis au niveau de l'entourage, là, on parle toujours pas encore, on n'est pas encore rendu dans l'opération, mais au niveau de l'entourage, que ça soit milieu de travail, milieu de famille, amis, comment certains ont perçu ça, comment toi tu t'es senti par rapport à le contact avec les autres? Je te dirais pour la plupart, la famille, ça a bien été. Avant l'opéra, avant et pendant, ça a bien été. Je me suis sentie quand même. C'est sûr qu'on le vivait tout ensemble, donc ça a été un coup rough pour le côté de la famille. Mais ils l'ont bien pris. Je veux dire, ma mère a été là pour moi euh, depuis le début, ma soeur aussi, donc toi. Mais ils se sont montrés support. Ils ont eu un support, j'ai eu un petit support et je peux rien dire de négatif pour ma mère et ma soeur. Mon beau-père aussi il était présent, le chien. Côté des amis, ça a été un peu plus rough parce qu'évidemment, avant, j'en avais parlé à personne, vraiment, sauf au travail. Donc, pour les amis, ils n'étaient pas trop au courant. Pendant le diagnostic, j'ai eu des supports de personnes que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Il y en a qui m'ont montré un beau support. Et il y en a d'autres qui ont fait comme tu me rends mal à l'aise, donc t'es plus dans ma vie. Ah, wow! Et- oui, et des fois, bizarrement, c'est des amitiés, des amis que tu pensais qu'ils étaient proches de toi, qui s'en vont parce que c'est comme un peu un tabou encore. Puis les gens, pas tout le monde, cherche, je me suis fait dire, une certaine normalité. Puis quand ça sort de leur vision, tu disparais. Ouais, Et que ça soit. surtout que les gens ont de la misère avec euh, la santé des autres. Faut toujours avoir l'air bonne humeur, toujours avoir l'air Oui, bien oui, présentable. c'est ça. Fait que ça t'a permis en somme de faire un ménage naturellement en fait. Ouais, ouais, ben oui. Sur ce côté-là, des fois, ça m'a fait de quoi, mais quand je regarde aujourd'hui, je suis comme, au moins j'ai pu voir ton authenticité, si on veut dire ça de même. Ouais. Puis bon, là on est pas mal dans la partie un peu plus émotionnelle, relationnelle. Puis as-tu été confronté comme vraiment, là on parle vraiment, là t'as parlé de gens qui sont partis, mais as-tu eu des fortes incompréhensions ou des préjugés à cause de ta condition? Ouais,
Puis ça, c'est quelque chose qui m'a blessée énormément. Au niveau professionnel, j'ai eu des grosses incompréhensions. Comme je le disais pas tantôt, euh, avant, quand j'étais malade, on me prenait pas au sérieux. On me disait que j'étais une drama queen. Et pendant le diagnostic, j'étais en congé de maladie, évidemment, donc je communique pas avec eux. J'ai eu quelqu'un qui m'écrivait pour me demander évidemment comment j'étais, mais à la minute que je suis revenue de congé de maladie, au travail surtout, j'étais devenue une joueuse de victimes. Les gens, je travaille plus là, donc je dirais pas non non plus pour par respect, mais cette personne-là, ce patron-là peut-être, on va dire ça de même, m'a dit que j'étais une joueuse de victime. Donc j'ai fait face à ça. J'ai fait face à faire dire que j'étais une drama queen encore, que j'étais une joueuse de victime, puis ils comprenaient pas que la personne qu'ils avaient connue avant, qui était en douleur mentale, qui a essayé de se suicider, et la personne que j'étais revenue n'était plus la même. Donc, j'ai eu droit à des insultes, à un certain manque de respect, parce que déjà, de se faire traiter de joueuse de victime quand tu sors de tout ça, c'est une grosse incompréhension, puis ils ont eu énormément de difficultés à comprendre que j'étais juste plus la même personne, que j'étais encore en convalescence. Ça a été rough au niveau professionnel. Au niveau personnel, j'ai eu un membre de la famille qui m'a dit: «Tu reviendras me voir quand tu seras revenu normal». Et je venais juste de sortir de l'hôpital. Je pense que ça faisait même pas une semaine ou deux. Puis c'était dans le temps des fêtes, donc moi, j'étais juste heureuse d'être en vie, puis de pouvoir avoir des petits cadeaux, puis d'être avec la famille. Puis il me sort ça de même. Il dit: «Tu reviendras quand tu seras normal». J'étais encore en petite marchette, là, en petite cacane, à réapprendre à marcher. Ma mère doit me comme torcher. Puis ça a été un coup rough. Ça a été aussi une coupure qui a été, euh, qui a dû être faite à ce niveau-là. Ça a pris un petit peu plus de temps, le temps qu'on guérisse puis on soit capable de le faire, mais ça, celle-là a été raide. Celle-là a été raide, je te dirais. Ouais, plus que raide. Ouais, je l'ai pleuré une shot. Là, on arrive à l'opération. Comment toi, tu t'es senti au moment où que là, ça arrive là, tu vas être mise sur la table d'opération, opération qui peut, peut aller jusqu'à 12 heures de temps. Elle a duré moins que ça, mais ça peut aller jusqu'à 12 heures de temps. Comment tu t'es senti par rapport à ce moment-là? Oh mon Dieu, j'ai tellement été stressée. Il fallait que j'aille aux toilettes à chaque minute. Mais je pense qu'on s'est levé à 4 heures le matin. Il fallait être là pour 5 heures, 5 heures et demie, je m'en souviens plus vraiment. C'est flou. Et j'étais supposée de rentrer sur la table d'opération, je pense, à 7 heures, 8 heures. Je suis rentrée à 9 heures. Donc, j'étais avec ma maman. Et on me met la petite jaquette. Puis là, c'est comme, ah, c'est vrai, là. C'est- Ça se passe, là. La réalité, tu redescends la réalité. T'es comme, c'est aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui, si je vais savoir si je me réveille ou pas. C'est- Ça a été rough. Ça a été beaucoup de stress. Ça, c'est ça. C'est un gros stress. Puis j'étais comme chouette partout. J'avais chaud. Ça te met un peu, pas dans un mauvais mood, là. Non, ça, J'essaie de garder le sourire, mais t'es c'est comme comme, ah! inconfortable là, avec tout ça, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, t'es à jeun, t'es à moitié réveillé. Puis là, t'es comme, ah, ben, c'est là, là.
C'est là que ça se passe. Toi, pendant que tu étais en opération, toi, que ça a duré pas, dans ta tête, ça a pas duré longtemps, tu t'es endormi, tu t'es réveillé, ben, je l'ai. Nous Je me suis autres, réveillée en riant. oui, en riant. Au moins, t'avais le rire facile. Droguée, mais être heureuse. C'est ça, droguée et heureuse. Moi, de mon Ah, côté, ça a été quand même assez long puis difficile parce que moi, j'ai surtout été, parce que moi, j'avais aucun doute que t'allais survivre puis tout ça, puis j'avais aucun doute, là. T'es quand même jeune, t'étais jeune, t'es encore jeune, là. T'es en forme, t'es sportif, tu fais attention à ta santé. Disons que les risques étaient minimes, là, par rapport à ben des gens. Puis, moi, j'avais aucun doute là-dessus, là. Puis, j'étais surtout là en soutien pour notre mère, qui, elle, était dévastée. Puis, elle pleurait ouais. beaucoup. Fait qu'on est resté jusqu'à temps qu'on a eu l'appel du médecin. Et après ça, j'ai demandé de partir se reposer parce que je voulais pas une deuxième personne à l'hôpital si elle quittait le lendemain matin, là. Elle aurait été capable de dormir dans l'hôpital, là. La connaissant, oui. Puis en plus, c'était en plein milieu de l'hiver, faut le dire, il faisait fret. Puis il y avait des drapes de neige. C'était Ah, pas la chose la plus sécuritaire, tu sais. Fait c'était du que, sang dehors, ce moment-là. ouais. Fait que là, toi, tu te réveilles, puis comment tu te sens au moment que tu te réveilles, outre le fait que t'es super joyeuse parce que parce que c'est ça, ça te fait cet effet-là euphorique, toi, avoir de la Ouais, morphine. vache. Ouais, ben, c'est ma deuxième opération après les dents de sagesse. Puis ça a l'air que je ris. J'aime la vie. Mais pour être plus réaliste, oui, je me suis réveillée en riant. C'était bien drôle. Mon rêve était vraiment spécial. Je chantais les couleurs, on va dire ça de même. Et tu réalises pas que t'es en douleur. Tu sais, je me sentais lourde, j'ai tout de tapé. Pour moi, j'étais en vie, j'étais heureuse, là. Puis, mais faut qu'il me bouge par après, tu sais. Faut qu'il me change de lit. Et ça a été. J'ai arrêté de rire très vite, mettons. Ça a été quand même une première soirée très rough parce que là, c'est sûr, la drogue se calme un peu. Puis là, tu sens tout. Là, tu sens tout. Tu peux pas dormir. Faut qu'ils viennent te vérifier. Faut qu'ils bougent de lit, mais ils ont pas le droit de bouger ta tête, mais ils sont obligés de te prendre. Puis ils ont pas le droit de te bouger. C'est très spécial. C'était très douloureux comme journée, comme soirée. Donc, je pense que la première soirée, j'ai aucunement dormi. Parce qu'en plus, mon chose d'urgence, mon cathéter d'urgence, il a sonné toute la nuit parce il était un peu croche. Fait qu'elle m'en a refait un à froid. Et c'est très douloureux de se refaire un cathéter d'urgence à froid. Elle était très fine, mais c'était très douloureux. Je suis contente que j'en ai pas eu de besoin, mais plus jamais je me fais un cathéter d'urgence à froid. Ça a été. Puis j'avais mal à la tête, tu sais, c'était les gros mal de tête que j'avais aussi, là, donc ça a été Ah, ben rock'n'roll. c'est un peu normal, on t'a ouvert la tête. T'avais combien de points de suture à la tête, si tu t'en souviens? J'avais 40 agrafes. Ouch! C'est sûr que c'est pas Non, j'ai très joyeux, là. non, puis j'ai dû de me faire dégrafer ça. Ouch! Puis là, Ouais. là t'es à l'hôpital. Tu commences à te remettre tranquillement, pas vite, de l'opération. Ça reste encore très douloureux. On te donne régulièrement des médicaments. Euh, Comment tu t'as senti ton évolution par rapport du moment, parce que on s'entend que tu avais de la misère à remarcher, t'es sur le coup parce que tu viens de te faire opérer et tout ça. C'était quoi les conditions pour lesquelles tu devais sortir de l'hôpital? Qu'est-ce qu'il te fallait pour être rétabli, là? J'étais obligée de
remarcher de manière autonome. Évidemment, quand on parle d'autonome, c'est pas juste les jambes. J'avais le droit à une canne ou à une marchette qui m'a pris quand même quasiment un mois peut-être à l'utiliser, mais j'ai dû réapprendre à marcher de manière autonome sans personne pour me soutenir. J'ai aussi dû réapprendre à manger. Je devais réapprendre à manger correctement parce que là, je mangeais, puis là, comme mon visage gauche était affaissé complètement, puis on savait pas quand ça allait se régler, il fallait que j'apprenne à manger. Ça rentrait d'un bord puis ça sortait de l'autre, là. Fait que sur ça aussi, je devais aussi réapprendre à être autonome, donc d'être capable de m'asseoir sur le bol de toilette. Et surtout, je devais pas avoir mal à la tête ni avoir aucun liquide cervical. Donc, c'était surtout au ce niveau-là aussi. Puis être capable d'avoir une certaine conversation, tu sais. Parce qu'au début, c'était difficile des fois, juste la manière que je prononçais les mots, puis que j'étais affaissée, puis que c'était de travailler un peu sur une autonomie un peu de n'importe quel niveau. Ouais, je me souviens de la seule phrase que t'as été capable de dire quand que j'avais été te voir. Ah, C'était quoi? Je me souviens plus. ouais, je m'en souviens Je plus, pense que j'ai dormi mais dans le face. oui, oui, tu nous as, ben c'est correct, là, c'est normal, là. On est venu voir quand te rendre visite pour pas que tu te sentes seule parce que, en plus, en période COVID, t'as pas le droit à beaucoup de visiteurs non plus, là. Non. Fait que, puis on te laissait tranquille aussi parce qu'il fallait, toi, que tu te remettes parce que ça demande beaucoup d'énergie, tout ça, là. C'est essayer de tout réapprendre puis essayer de guérir de tout ça, là. Mais Ouais, c'était quand même cocasse de devoir essayer de manger un yogourt, là. oh mon Dieu, ouais. Puis, tu sais, au début, il fallait que je mange mou. Puis, à un moment donné, je pense que c'est la deuxième soirée, ils m'ont arrivé avec genre un hamburger. Puis, j'étais comme, tu veux que je le mange comment? J'ai de Hey, la misère à manger un yogourt. tu peux même pas bouger, là. Non, je fais juste le regarder en disant, yo, il sent bon. C'est sûr qu'il devait être tentant comparé au yogourt, mais. Ouais. Fait que là, tu quittes l'hôpital parce que là, ils ont jugé que t'étais correct pour quitter l'hôpital. Mais tu peux pas être tout seul quand même. Fait que là, tu tombes en convalescence. Là, t'étais en convalescence chez notre mère, mais comment t'as vécu ça, le fait que t'étais pas autonome à 100%, puis comment t'as évolué au travers de ça, autant physiquement que psychologiquement, là? C'est sûr que ça a été un peu rough parce que ben, notre mère a dû me laver. Puis ça prend beaucoup sur la dignité de se faire laver par ta maman quand t'as la mi-vingtaine, de te faire laver, de te faire en sorte que tu es assis sur la bolle correctement. Si tu retombes un petit enfant que tu veux pas nécessairement être parce que ton cerveau connaît les capacités de ton corps, il savait comment tu marchais avant, donc un petit peu de, je sais pas comment dire, mais t'es comme un peu d'impatience, puis un peu de gêne parce que t'es plus toi. Donc, ma dignité elle m'a pris un coup, mais j'ai appris la gratitude en même temps. Donc, j'ai appris le support, la gratitude et beaucoup de patience parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement impatiente. Je le suis encore aujourd'hui, mais bon. Mais ça m'a fait évoluer sur ce côté-là. Au niveau physique, c'est sûr que j'ai aussi appris à y aller à mon rythme parce qu'il y a beaucoup de up and down. Des fois, je voulais aller trop vite. Je me dirais, hey, moi, là, la petite jeune, ah ouais, demain, je marche au complet puis je fais un marathon. Mais ça marchait pas de même. Donc, j'ai appris ça comme leçon. Puis, j'ai appris quand même des belles leçons. Ça a été rough. J'ai pas toujours été gentille. Je m'en suis excusée. Mais ça a pris un petit coup. Mais ça m'a donné un côté humain, plus humain, je pense.
C'est ça, t'as beaucoup appris sur toi-même, mais t'as aussi appris sur les gens aussi autour. Ouais, Comme on en parlait tantôt de ceux qui aident puis ceux qui refusent d'aider, puis encore pire, ceux qui, selon moi, sont vraiment pires. Ce sont ceux qui vont te critiquer de pas être normal, mais t'es autant normal parce que t'es une personne qui a quand même pris sur toi énormément, qui a foncé, parce qu'il faut du courage pour faire ça. Il faut quand même avoir du courage pour dire, OK, garde, malgré toute, excuse-moi, malgré toute la noirceur que t'as eu en toi, t'as quand même eu la force de faire, OK, je vais quand même me battre. Je veux me battre pareil, même si c'est difficile. ouais. Je dirais que ça a été extrêmement difficile. Puis au début, j'ai accepté de me battre parce que je voulais pas que ma mère perde un enfant de ma de cette manière-là. Tu sais, je voulais pas mettre volontairement fin à ma vie puis me dire ah ben ma mère, c'est elle qui va devoir m'enterrer. Tu veux pas que ton enfant parte avant toi, bien souvent. Donc ça a été un des points qui ont fait que j'ai continué à me vivre. Mais c'est aussi parce que j'ai vu l'opportunité de travailler sur moi-même puis de devenir une meilleure personne. C'est extrêmement douloureux. Il y a beaucoup de noirceur. Tu vois un côté très euh, négatif du monde humain. Tu vois beaucoup de douleur. Mais reste qu'avec le support, ton support, le support de ma mère, de mon beau-père, du chien, euh, il y a quand même une petite lumière. Il y a quand même un bon côté à l'humanité. C'est que oui, la souffrance n'est pas une compétition, mais j'ai quand même été capable de voir que j'ai la gratitude maintenant. Je sais vers qui me tourner si j'ai besoin d'aide, puis on laisse ceux en déni en déni. Faire ça de même. Puis, tantôt, tu mentionnais que t'as dû faire le deuil de ton ancienne toi avant l'opération. Puis là, avec l'opération, t'as dû te recréer une nouvelle identité, une nouvelle personne avec qu'est-ce que t'as envie de devenir. Ouais. Mais c'est ça, j'ai fait le deuil de mon ancienne personne, puis un peu le deuil de cette tumeur-là. Puis avec l'opération, bizarrement, c'est que tu sens un vide pareil. Il y a quelque chose qui est plus là, il y a une partie de toi qui existe plus parce que elle est plus là, elle existe plus, Arnold est parti. Puis C'est comme quand faut tu te comme fais. C'est comme quand tu te fais couper ah un membre, là. T'es la main, le syndrome de la main fantôme, là. ah oui, oui, ça ressemble à ça. Des fois, tu peux quasiment je peux faire semblant de la sentir. J'étais comme, t'es sûre qu'elle est partie? Mais tu dois faire le deuil de ça. Puis même si c'était une méchante bébite, c'était une tumeur au cerveau, personne n'en veut. Après l'opération, il y a eu un vide parce que j'ai arrêté d'être paranoïaque. J'ai arrêté de faire des crises d'anxiété que j'ai faites quasiment tout le long de ma vie. J'ai arrêté de faire des crises de sommeil, des crises, juste des crises en fait. Puis ça a été de se redécouvrir, faire comme OK, mais là, je fais quoi? Je suis plus stressée, je sens plus d'anxiété. Ça fait du bien, mais ça, quand tu passes des années ou des mois avec de la paranoïa, avoir peur, puis là, tu reviens qu'il n'y a plus rien, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est ça, je réapprenais tranquillement à me refaire. C'est sûr que des fois j'ai été vite, des fois j'ai été moins vite, mais ça a été beaucoup de travail sur soi. Mm. Ça a été ça. Puis là, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que t'es là, ça fait quand même un bon bout que il y a eu l'opération. Là, tu revis ta vie totalement normale, mais c'est pas fini pour toi parce qu'il y a encore une évolution par rapport à ça. Si tu veux nous en parler un peu, là.
Oui, donc techniquement, il faut que j'aille une deuxième opération. Donc, comme j'ai appris avec ma convalescence et ma guérison, la tumeur au cerveau a eu des influences sur mes nerfs faciaux, dont mon nerf optique. Elle a quand même bien mal gagné, donc mon œil gauche ne s'hydrate plus et elle ne guérit pas de manière automatique. Donc, en gros, je cligne des yeux, puis je vois. Mais les autres choses, elle est plus capable de rien faire. Donc, présentement, je suis sur la liste d'attente pour une opération pour faire une neurotisation indirecte. Donc, c'est une greffe du nerf qui vont prendre une de mes jambes, là, puis qui vont me faire un petit pont entre les deux yeux, prendre le nerf ici de l'œil, faire un pont avec le nerf de la jambe pour que ça remarche. Et comme c'est une nouvelle opération, c'est assez nouveau au Québec et je suis un peu un rat de laboratoire quand ils vont faire cette opération-là. Donc, ça se peut que ça marche, comme ça se peut que ça fasse rien. Donc, il y a ça. J'ai sur cette petite liste d'attente-là. Ouais. Puis, je sais que pour celle-là, t'avais le choix de pas la faire, mais qu'il y avait quand même des conséquences assez lourdes. Si tu veux en parler un peu aussi, des conséquences du choix de pas le faire, puis celle-là versus celle-là de faire l'opération. Ouais. Ben, en fait, c'est que si je la fais pas et je m'égratigne l'œil, il arrive quelque chose à mon œil gauche, comme je le sens pas, je peux juste perdre la vision. Comme, admettons, je m'égratigne l'œil, je vais pas le sentir que je m'égratigne là, je sais pas qu'il y a quelque chose de pas correct, qui va peut-être devenir un peu rouge, mais vu qu'il est sec, il est déjà rouge. Donc, je vais peut-être pas réaliser à ce moment-là qu'il y a quelque chose de pas correct. Puis comme mon propre œil sent rien, puis il se guérit pas, j'aurai pas nécessairement les symptômes qu'il y a quelque chose de pas correct. Donc, ça se peut juste qu'à un moment donné, je me réveille, me lève avec un ulcère à l'œil, pouf, je perds la vision. Donc ça, c'est une des grosses conséquences de pas faire l'opération. Donc, c'est de devenir aveugle de l'œil gauche. Ouais, déjà que t'as perdu l'ouïe de ton oreille gauche, on oublie un peu d'en parler aussi de l'ouïe, mais c'est ça, ton opération, t'avais dû faire retirer un os de l'oreille, mais même avant l'opération, t'avais déjà commencé à perdre de ton ouïe. Ouais, qui était quand même un gros symptôme qu'on a oublié de dire. Mais je Oui. pense il est comme tellement là qu'on y pense pas. Mais ouais, pendant l'opération, en fait, c'est un translab. Donc, c'est l'amputation de l'oreille interne. Donc, il passe par l'oreille, ils ôtent tout. Puis, ils m'ont juste rempli ça de gras de bedaine quand ils ont fini. Je peux pas porter d'appareil ou rien. Je suis sûre de l'oreille gauche. Écoute, c'est rendu un naturel, là. On oublie Attestons, d'en là. parler, là. Mais Non, c'est ça, c'était important de le mentionner parce qu'on allait l'oublier, là, mais c'est quand même un symptôme assez important. Puis, t'as eu quand même la chance de l'avoir perdu tellement graduellement que t'as moins eu de problèmes que si tu l'aurais perdu d'un coup, là. non, c'est ça, ça a été. Louis, l'habitude dans les cas de Schwarzenegger, c'est la majorité du temps, c'est d'une shot. La majorité du temps. Pas tout le temps. Moi, ça a été tellement graduel que je m'en rendais pas compte. Je changeais d'écouteur en disant ça doit être mon écouteur qui marche pas. À un moment donné, j'ai dit il y a un problème. Je commençais à avoir mal au tympan, mais j'ai jamais vraiment réalisé 100% que je perdais l'ouïe. Que j'entends. L'oreille droite s'est adaptée. Pourtant, j'avais quand même des problèmes d'équilibre. Puis on sait que l'ouïe et l'équilibre, ça va ensemble, mais ça a été extrêmement graduel. Fait que là, on pouvait dire que t'étais sourde d'oreille, là. L'expression s'appliquait Ouais, bien à toi. maintenant je dis je suis têtue. On en rit beaucoup parce que
Surtout qu'on a passé au travers de beaucoup de choses, surtout toi, là. T'as quand même le gros morceau. Tu sais, nous autres, on a le petit à côté, mais toi, t'as eu le gros morceau total, là. Fait qu'on on en rit quand même pas mal maintenant, aujourd'hui, là. Ouais. On est Faut surtout dire que, con- on est surtout content que tu sois encore en vie, puis que tu sois bien, puis surtout très autonome. ouais, parce que c'était quand même un des choses, c'est que ça se pouvait que je me réveille puis que je sois plus autonome. C'était un des risques. Fait que sur ça, ça a été rock'n'roll. Mais je suis quand même heureuse d'avoir pris la décision de rester en vie. Quoique même encore aujourd'hui, tu sais, j'ai vécu la dépression. Il y a des dépressions post-opératoires qui existent, on en Mhm. parle pas souvent. Mais c'est quand il y a des affaires de même qui arrivent, tu peux tomber en dépression après cette opération-là, ces 3 mois-là. C'est quand même assez rough, mais je suis contente d'être là aujourd'hui quand même. C'est vrai qu'on oublie d'en parler des opérations post-opération parce que c'est sûr que c'est un gros choc pour le corps, une opération. T'as passé par des mois et des mois de processus psychologique à te battre littéralement avec ta tête. C'est sûr que quand la pression relâche, c'est normal de tomber en dépression. Ah oui, tu frappes le mur. Puis tu sais, le truc, c'est que pendant la convalescence, bien souvent, on est tellement sur la convalescence physique, de devoir remarcher, manger correctement sans que ça sorte de l'autre bord, qu'on oublie le côté mental de oui, bon, je pleurais un peu, là. T'es heureux d'être en vie, mais tu vois pas que le mur, il se rapproche de plus en plus parce que c'est fatigant une convalescence. C'est beaucoup d'énergie sur le Mhm. physique, mais c'est aussi sur l'environnement de travail qui te fait dire ah, t'es une joueuse de victime, t'es une drama queen, puis toi, t'es tu te sens isolé. C'est l'isolement de tu te sens plus normal d'une certaine Mhm. manière parce que tu te surveilles que quelque chose, tu changes mentalement en disant t'es briser un nom, là, tu sais, moi je m'en fous de ton nom, là. J'ai trop donné d'énergie à mon propre corps que t'es fatigué, t'es comme paf, t'es un burn-out. Euh, c'est ça. C'est ça, mais je pense que ça t'a quand même appris au travers de ça de choisir tes combats aussi, de plus t'embarquer dans des gens ou des situations qui te prennent de l'énergie pour rien aussi, là. Maintenant, t'es choisi. Ah oui, maintenant c'est sinon c'est ciao bye là. J'ai appris à mettre d'une certaine barrière, tu sais, des boundaries sur vraiment qu'est-ce que j'accepte ou pas. Parce qu'à la fin de la journée, c'est moi qui ai le contrôle sur qu'est-ce que je veux dans une relation ou pas. Si je veux du respect, il faut que je fasse des choix, puis je choisis qu'est-ce que je veux attirer. Puis si Mhm. tu me traites d'une certaine manière, ou tu me dis encore que je suis une joueuse de victime, ben c'est ciao bye, là. J'ai pas à vivre ton insécurité. J'ai droit à un respect. Puis ça m'a appris ça. Ça m'a rendue plus forte. Parce qu'il faut dire qu'avant, j'étais très naïve. Mais c'est correct, t'as passé, je pense qu'il fallait que tu passes par là pour évoluer. Puis, Ouais, il y en a qui passent par autre chose pour apprendre des leçons. Toi, t'as passé par cette tumeur-là. C'est sûr qu'on aurait voulu que tu l'ailles pas. Mais bon, c'est la vie puis la génétique qui décident, hein. c'est ça. Puis, tu sais, moi, des fois, je la veux pas, mais elle m'a tellement appris sur moi-même, sur qu'est-ce que je veux accepter en tant qu'amie, qu'est-ce que je veux accepter dans ma vie, qu'est-ce que j'ai le droit d'accepter, qu'est-ce que j'ai le droit de refuser. Puis, je pense que ça m'a donné plus de force que qu'est-ce que j'avais avant, puis une plus grande maturité, puis un plus grand développement spirituel, puis mental. Puis c'est ça. C'est sûr qu'on l'aime pas, elle était douloureuse, mais moi, le cerveau, il a coupé des choses, là. C'est ça, ça a coupé le cordon avec beaucoup de choses négatives. On peut quasiment dire, ben, on peut dire qu'en fait, t'as pris le pouvoir sur toi-même, là. Ouais, ouais, je pense qu'elle était
a été comme un élément déclencheur sur vraiment la personne que je voulais être, la personne que je voulais devenir. Bon, ça me répète un peu, là, mais tu sais, sur la personne que je voulais devenir, sur aussi quel genre de personne que je voulais dans ma vie, quel genre de façon que je voulais agir. Mhm. Fait que ça a été comme vraiment une renaissance, c'est comme un rebirth. Ouais, c'est un beau, c'est une belle renaissance. Une belle renaissance. Puis là, Ouais. on est déjà à la dernière question. Quand même contente, on est à la dernière question. Si tu avais un message à transmettre à quelqu'un qui vient de recevoir ce genre de diagnostic ou quelque chose de similaire, ça serait quoi que tu aimerais transmettre? Je dirais que c'est correct, que tu vas t'en sortir, mais c'est important de pas s'oublier. Puis je pense que c'est d'accepter les émotions, ça c'est super important parce qu'on c'est une tournade d'émotions. Tu sais, on est fâché, on a honte, on vit tout. Puis ton cerveau aussi vit tout d'une autre manière, mais il vit tout. Fait que c'est correct de, tu sais, juste se mettre dans un petit coin, puis comme je dis, d'être une petite patate qui pleure, puis vraiment de se donner de la douceur, puis du temps. Parce que des journées que, oui, on va vouloir aller plus vite, mais plus tu forces ton corps à aller à une vitesse qui est pas encore capable d'y aller ou qui peut pas y aller, plus vite tu fonces dans le mur. Puis le mur, il est pas le fun. Donc un petit peu plus de douceur, puis prends ton temps, tu sais, c'est pas une compétition. Tant que tu es capable de continuer à vivre, puis tu es capable de faire ton chemin, puis la vie, c'est pas une compétition, puis tu fais ton petit chemin, tu vas à ton rythme, puis tu pleures. Puis si tu as besoin de continuer à avancer, tu avances. Puis quand tu as besoin d'arrêter, tu arrêtes. Puis tu pleures une petite shot, puis tu cries dans l'oreiller. Puis de s'accepter, d'être capable d'accepter le processus de deuil, tant deuil spirituel, physique, puis c'est normal d'avoir peur. Puis c'est ça, de se donner de la douceur, puis du temps. Puis t'as totalement raison. C'est un très beau message aussi. Soyons des patates qui pleurent. Ouais, soyons des patates qui pleurent. En effet, soyons des patates qui pleurent. On mérite de. Non, pas qu'on mérite, mais des fois, ça fait du bien d'être une patate. Oui, puis on a le droit d'être des patates. Oui, on a le droit. On a le droit de l'être. Des journées qu'on a le droit de pas filer. Il y a des journées que ça va bien, il y a des journées que ça va moins bien. Puis, tu sais, on a le droit de mal filer, là. Ah ben oui, tu sais, la vie, c'est pas juste le rire puis être positif, parce que tu sais, à un moment donné, il y a la réalité aussi. C'est correct d'être positif, hein, mais je suis positive dans la vie, là, mais c'est correct d'avoir une petite journée grise avec des petits nuages devant le soleil. Ah ouais, c'est correct. Puis en fait, c'est même normal d'en avoir un peu plus. D'avoir de temps en temps des petites journées plus grises, là. T'sais, on reste des humains, on vit du stress, on vit plein de situations. C'est pas vrai que les personnes 100% positives sont positives à l'année longue, là. Non, c'est ça. Puis je pense que quand on est plus on accepte soi-même, puis on est capable d'accepter ses émotions, notre guérison puis notre développement personnel, si tu es en harmonie avec, ça va un petit peu mieux. C'est un petit peu plus facile que si tu te bloques à essayer de faire quelque chose. Ça bloque Mhm. un peu, là. Ouais. Quand tu essaies de te forcer les choses, ça marche pas toujours. Tu sais. Non, c'est ça, ça marche pas toujours quand tu forces. Chaque chose en son temps. C'est ça. Écoute, j'ai plus de questions. On a quand même fait pas mal un bon tour. Ou pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Mais là, cette fois, je vais quand même reconfirmer. Mais là, il devrait avoir du son parce que là, les affaires que j'ai enregistrées tantôt fonctionnaient. Fait que d'après moi, ça va fonctionner. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, toi, est-ce que tu voulais présenter tes réseaux sociaux pour savoir où est-ce qu'on te suit? Oh mon Dieu. J'ai mon YouTube qui est Sandrine. Sinon, il y a mon Instagram aussi qui est Audrey Baramba Sandrine.
Désolée, cela a coupé un peu sec. Donc, vous pouvez rejoindre Centre-Vive sur sa chaîne YouTube ainsi que son Instagram. Vous pouvez également me suivre sur YouTube et sur la chaîne Twitch à Mijo Gazelle. Donc, à la prochaine parce que ce n'est pas fini avec les interviews et les podcasts.